Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers assez particulier, celui de l'ésotérisme. Alors, derrière ce mot un peu mystérieux, se cache une idée à la fois simple et vertigineuse. Et si tout ce qu'on voyait, toute la réalité visible, n'était en fait qu'une sorte de façade? C'est ce monde de savoir caché, de symboles puissants, qu'on va explorer ensemble. En fait, tout commence avec une question qu'on a tous pu se poser un jour. Est-ce que le monde qu'on perçoit avec nos cinq sens, c'est vraiment tout ce qui existe? Pour les traditions ésotériques, la réponse est un grand non. Elles partent du principe qu'il y a, disons, une charpente invisible derrière la draperie visible du monde. Une sorte de structure avec des forces qui gouverneraient l'univers, mais en coulisses. D'accord. Mais alors comment on fait pour explorer cette face cachée? Eh bien, c'est là qu'intervient ce fameux savoir caché. C'est une connaissance qui ne se donne pas comme ça facilement, non. Elle se mérite, souvent au bout d'une véritable quête personnelle. Pour que ce soit bien clair, il faut tout de suite faire la différence entre deux types de savoir. D'un côté, on a le savoir exotérique, avec un X. Ça, c'est le savoir extérieur, public, celui qui est pour tout le monde. Pensez à la doctrine d'une religion ou à une philosophie enseignée sur la place publique. Mais c'est justement là où le savoir exotérique s'arrête que le savoir ésotérique commence. Ésotérique, ça vient du grec éso, qui veut dire intérieur. C'est donc une connaissance réservée pour un cercle d'initiés, transmise bien souvent de bouche à oreille ou à travers des textes assez codés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ésotérisme, ce n'est pas une seule doctrine, c'est plutôt un immense ensemble de courants de pensée. Leur point commun, c'est cette quête du caché, que ce soit les lois secrètes de l'univers ou les recoins les plus profonds de l'âme. Et la seule clé pour y accéder, c'est ce qu'on appelle l'initiation, qui est un vrai processus de transformation de soi. Cette citation de l'occultiste Aleister Crowley est absolument géniale. Il dit « Ils m'ont lié au secret par des serments terribles, puis m'ont confié l'alphabet hébreu. » C'est plein d'ironie, imaginez, le secret ultime, après des serments terribles, c'est l'alphabet. Mais ça en dit très long. Pour l'ésotérisme, un langage comme l'hébreu, ce n'est pas juste un outil pour communiquer, c'est un code sacré. Chaque lettre est à la fois un symbole, un nombre et une clé pour déchiffrer le cosmos. Bon, si on admet que le cosmos a une face cachée, comment on fait pour s'y retrouver? On pourrait croire que c'est un grand bazar de croyances, mais en fait, pas du tout. L'ésotérisme propose de véritables cartes pour naviguer dans l'invisible. Et vous allez voir, elles sont hyper structurées. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Pour ceux qui le pratiquent, l'ésotérisme, ce n'est pas de la superstition, c'est carrément une science cosmique, une tentative de cartographier la totalité de l'existence. Le but, ce n'est pas de croire aveuglément, mais bien de comprendre la structure de l'univers pour, au final, y trouver sa juste place. Alors, voilà la carte la plus connue de la tradition ésotérique occidentale. C'est l'arbre de vie de la Kabbale. C'est bien plus qu'un simple dessin. On appelle ça un glyphe. Un glyphe, c'est un symbole unique qui peut raconter plusieurs histoires en même temps. Et cet arbre de vie, il décrit à la fois la création de l'univers, la structure de notre psychologie et aussi le chemin qu'il faut parcourir pour grandir spirituellement. D'accord. Mais comment on lit cette carte? Eh bien, le principe de base, c'est celui des correspondances. L'idée, c'est la fameuse phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». En gros, tout est lié. Prenez une planète comme Mars. Ce n'est pas juste un astre dans le ciel. Non, elle va correspondre à un métal, le fer, à un jour de la semaine, mardi, à des couleurs, des anges, des émotions. C'est un immense réseau de symboles. Le but de l'initié, c'est d'apprendre à naviguer dans ce réseau en reliant chaque chaîne de symboles à un point précis sur la carte, comme l'une des 10 sphères de l'arbre de vie. Ok, avoir une carte, c'est une chose. Mais savoir s'en servir, c'est encore mieux. Alors maintenant, on va passer de la théorie à la pratique et regarder un peu les outils de ce qu'on appelle la magie cérémonielle. La magie, telle qu'on la trouve dans les grimoires, ce n'est pas juste agiter une baguette. C'est une mécanique de précision qui repose sur 4 grands piliers. D'abord, le temps. Il faut agir au bon moment astrologique quand les planètes sont bien alignées. Ensuite, le langage. On utilise des noms de pouvoir considérés comme des formules qui vibrent d'une certaine manière. Puis, les objets. On crée et on consacre des talismans pour qu'ils deviennent des sortes de batteries d'énergie. Et enfin, l'action. C'est le rituel qui va orchestrer tous ces éléments ensemble pour essayer d'influencer la réalité. Et alors, qu'en est-il de ces fameux esprits ou entités qu'on invoque? Attention, dans la perspective ésotérique, on est souvent loin des clichés des films d'horreur. Il ne s'agit pas forcément d'invoquer des démons. Ces entités sont plutôt vues comme des personnifications de forces, des forces de la nature ou même des forces psychologiques. Le magicien ne cherche pas à les adorer, mais plutôt à les comprendre et à interagir avec elles, un peu comme un ingénieur le ferait avec les forces physiques. Mais alors, tout ce savoir pratique, ces cartes, ces rituels, où est-ce qu'on trouve tout ça? Eh bien, c'est consigné dans des livres très spéciaux, les grimoires.
Le mot grimoire, c'est intéressant, ça vient de l'ancien français grammaire. Et c'est exactement ça, c'est la grammaire de la magie. Un grimoire, c'est un manuel technique. Dedans, on y trouve des listes de correspondances, des sceaux, des symboles et surtout des protocoles très précis pour mener à bien des opérations magiques. Et attention, cette tradition est très loin de n'être qu'européenne. Regardez par exemple Shams al-Ma'arif, le soleil de la connaissance. C'est un texte monumental du monde islamique qui date du XIIIe siècle. Il mélange de l'astrologie, les secrets des lettres et la théurgie, c'est-à-dire une magie qui vise à dialoguer avec des intelligences divines. C'est bien la preuve que cette quête a traversé toutes les cultures. En Occident, les textes les plus célèbres, ce sont bien sûr les clavicules de Salomon, qui ont circulé sous plein de formes différentes. Mais ce qui est vraiment fascinant, ce sont les influences croisées. Le Picatrice, qui est l'un des grimoires les plus importants du Moyen-Âge en Europe, est en fait la traduction latine d'un texte arabe, le Gayat al-Hakim. Le savoir ésotérique a toujours voyagé, il n'a jamais connu de frontières. Et ce parallèle est juste incroyable. D'un côté, en Occident, on a la Kabbale qui développe la Gematria, où chaque lettre de l'alphabet hébreu a une valeur numérique. Et de l'autre, dans le monde islamique, on trouve l'ilm al-Huruf, la science des lettres. Mais c'est la même idée fondamentale, l'idée que le langage sacré est une sorte de formule mathématique pour décoder les secrets de la création. Bon, toutes ces idées anciennes peuvent paraître un peu lointaines, un peu perchées, mais leur héritage est beaucoup plus présent dans notre monde qu'on pourrait le croire. Regardons rapidement cette chronologie. Ça commence dans l'Antiquité, avec des textes gréco-égyptiens comme le Corpus Hermeticum. Puis, on a l'âge d'or de l'occultisme islamique, avec Al-Bouni au XIIIe siècle. Ensuite, les grimoires de la Renaissance en Europe. Et on arrive au XIXe siècle. Et là, des personnages comme Eliphas Lévi en France ou Elena Blavatsky, la fondatrice de la théosophie, vont en quelque sorte dépoussiérer et réinterpréter toutes ces traditions pour le monde moderne. Et c'est comme ça qu'elles ont survécu jusqu'à nous. Et de nos jours, eh bien cet héritage est littéralement partout. Le célèbre psychologue Carl Gustav Jung, par exemple, s'est énormément inspiré de l'alchimie et de la gnose pour développer ses théories sur les archétypes et l'inconscient collectif. L'art surréaliste est bourré de symbolisme occulte. Et que dire de la culture populaire? Les films, les jeux vidéo, ils puisent constamment dans cet immense réservoir de mythes et de symboles. L'ésotérisme continue d'infuser notre imaginaire, qu'on le veuille ou non. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Est-ce que c'est juste de la superstition d'un autre âge? C'est une possibilité. Mais on peut aussi y voir autre chose, le reflet d'une quête très humaine et même fondamentale, celle de trouver un sens un peu plus profond à notre existence, de chercher notre place dans un univers qui, hier comme aujourd'hui, nous dépasse infiniment. C'est une question ouverte et à chacun de se forger sa propre opinion.